Merci de nous rejoindre pour décrypter sur New Info. La Guinée interdit désormais l'exportation de l'or brut afin d'imposer sa transformation sur le territoire national. Une décision qui vise à accroître les revenus de la Guinée, créer des emplois et renforcer la souveraineté économique du pays. Quels bénéfices peut-on attendre de cette mesure et quels défis faudrait-il relever pour la mettre en œuvre? Décryptage dans cette émission avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Cette mesure prise par les autorités guinéennes concernant donc l'exportation de l'or, qu'est-ce qu'il faut comprendre concrètement? C'est une très bonne mesure. Je crois que le président Doumbouya, on peut lui reprocher un certain nombre de choses, mais sur cette question d'exploitation des minerais de façon générale, à mon avis, il est sur la bonne voie. Parce que ce qui se passe généralement, dans nos pays, la recherche des minerais a été externalisée. C'est des gens venant d'ailleurs qui font la recherche et qui après vous disent, bon, on a investi telle somme d'argent pour savoir qu'il y a de l'or ici, du phosphate là-bas, de la bauxite ici. Et quand ils commencent l'exploitation, vous devez en quelque sorte rembourser ce qu'ils ont investi. Au moment d'exploiter, ils disent, bon, c'est eux qui ont le matériel technique, la logistique. C'est eux qui ont également le savoir technique. Mais au finish, le pays produit de l'or. On vous dit que le pays a vendu 50 tonnes d'or l'année. Quand on vous donne le montant, il est énorme. Mais en réalité, la quantité d'or qui revient au pays est un pourcentage qui peut être aussi faible que ce qu'on voit avec le pétrole, où parfois le pays producteur du pétrole ne profite que de 20% du pétrole qui est produit. Les 80% appartiennent à ces multinationales. Pour moi, il y a déjà ce débat-là qu'il faut ramener. Mais il fait déjà un premier pas important parce que depuis Léopold Sédar Senghor, on nous dit qu'il y a ce qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange. Mais en Afrique, nos femmes aiment porter de l'or. L'Afrique produit de l'or, mais les femmes portent de l'or venant d'où? Il y a un paradoxe. On produit de l'or sur place, mais puisqu'on ne le raffine pas, puisqu'on ne fait pas le travail qu'il faut, on laisse partir l'or brut qu'on vend à petit prix. L'or nous revient, on nous dit que c'est telle quantité, c'est tel nombre de carats. Nous n'avons aucune capacité de contrôle réel sur ce qu'on nous dit. C'est déjà un problème, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise même pas ce que nous produisons. Et après, quand nos belles dames achètent cet or, elles l'achètent, j'allais dire, au prix d'or. C'est-à-dire qu'on perd sur toute la ligne. Et moi, je crois que c'est une très bonne mesure que de dire aux gens, c'est fini, l'or de la Guinée va être raffiné au niveau de la Guinée, certifié, valorisé, avant d'être vendu sur le marché international. Parce que ça suffit aussi que tout ce que nous produisons, on le produit chez nous. Et après, quelque part, je ne sais pas moi, à Londres, à Paris ou à Washington, on décide du prix de ce que nous-mêmes nous avons produit sans tenir compte des conditions dans lesquelles on a produit. Et depuis des décennies, de nombreux pays africains exportent leurs matières premières sans transformation locale. Mais pourquoi est-ce que ce modèle est de plus en plus contesté? Le modèle est de plus en plus contesté parce que les économistes africains sont tous d'accord au moins sur une chose, il n'y aura aucun développement économique en Afrique sans industrialisation. On ne peut pas régler la question du chômage sans industrialisation, puisque ce sont les industries qui peuvent avoir un très grand nombre d'ouvriers qualifiés. Ce n'est pas l'État qui va embaucher les gens. Donc il y a des problèmes qui sont là, on dit à chaque fois on va trouver une solution et on laisse la véritable solution. Mais les gens sont très clairs, il faut une industrialisation. Et même dans cette industrialisation, il faut que ce ne soit pas une industrialisation par procuration. Je prends l'exemple des Chinois qui de plus en plus ont tendance non plus à nous envoyer des choses qu'ils ont produites en Chine, mais à venir s'installer chez nous pour produire directement sur notre sol. Je n'ai absolument rien contre les Chinois, mais je n'appelle pas ça une industrialisation parce que pour moi, c'est du pareil au même. Ils continuent à prendre nos matières premières, à transformer et à nous revendre. Il faut qu'on ait nous-mêmes la possibilité de transformer les matières premières, de les mettre sur le marché nous-mêmes sans que ça ne passe par un quelconque intermédiaire. Et ce n'est pas extraordinaire à faire. La logistique, elle se vend.
on peut l'acheter. Et on peut également l'acheter facilement parce que quand vous avez une véritable pépite d'or chez vous, quand vous allez à la banque pour demander une garantie, mais la banque vous donne une garantie. Le problème d'argent ne se pose pas. La technicité, si nous ne l'avons pas aujourd'hui, mais au maximum, on peut l'avoir dans 5 ans. Pour avoir des gens qui savent extraire de l'or correctement, qui savent également raffiner l'or comme il se doit, il faut qu'on se mette dans cette perspective-là. Pas seulement de ce que j'appellerais la petite transformation où on retouche seulement le produit et quand il part, bon, c'est un produit brut pratiquement plus juste une petite transformation, on ne s'en sortira pas avec cela. Et si vous regardez de plus en plus dans tous les pays africains, c'est la tendance actuellement, même dans les produits agricoles, on est en train de dire qu'il faut transformer. Mais prenez la noix de cajou, prenez l'arachide. Pourquoi nous vendons ça de façon brute alors que tout le monde sait ceux qui le prennent comme matière première, qu'est-ce qu'ils vont faire avec. J'aime le cas de l'arachide parce que je suis sénégalais, on est de gros producteurs d'arachide, je suis un gros consommateur aussi. Allez dans le supermarché, regardez ce papier gonflé dans lequel on a compté des graines d'arachide, parce que moi j'appelle ça compter, pour mettre dedans, qu'on vous vend à combien? À 100 francs pratiquement. Mais ils ont acheté le kilo d'arachide à combien? Mais ça, est-ce qu'on a besoin que notre arachide quitte le pays pour aller ailleurs, pour être transformé et juste mis dans un emballage qui est plutôt attirant pour nous le revendre, mais qu'on ne me dise pas que nous ne sommes pas capables de faire une telle chose. L'industrialisation, oui, mais la question également de compétences que déploient certains observateurs relativement au capital humain, il y a toujours cette inadéquation entre le besoin et la formation offerte notamment aux jeunes sur le continent. Oui, mais le problème, il est simple à résoudre. Qui va aller se transformer en spécialiste pour le raffinage de l'or quand un pays passe tout son temps à vendre de l'or brut? Mais si nos pays changent de posture, je prends le cas de la raffinerie de Dangote. Mais au Nigeria aujourd'hui, ceux qui réfléchissent vont dire à leurs enfants, allez faire de la pétrochimie. Parce que le pétrole ne sert pas seulement à faire du carburant, du diesel, du fuel, etc. Non, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Les huiles moteurs qu'on met dans les motos, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Mais les gens vont se dire, attendez, quand tu rentres dans cette filière aujourd'hui, il y a une potentialité d'emploi. Mais quand le pays ne transforme pas, c'est comme si vous m'amenez ici quelqu'un qui me dit il est spécialiste en énergie atomique ou je ne sais pas quoi. Mais quand tu es dans un pays où il n'y a absolument rien qu'on prévoit, mais peut-être on te trouve un bureau où tu es là en train de faire des projets, d'envisager, de participer à des conférences internationales, mais concrètement, ce n'est pas demain la veille. Mais il faut qu'on commence la transformation. Le fait de commencer la transformation, vous allez voir, des gens installeront des écoles pour faire ce travail. Je prends le cas du Sénégal avec le pétrole, mais il y a déjà une génération de gens qui ont été formés sur les sciences qui sont autour, pas seulement sur le pétrole, mais qui sont autour du pétrole. Puisque nous avons le pétrole offshore, il y a les questions de sécurité, il faut pouvoir naviguer là-bas, avoir des drones pour contrôler. Mais il y a des gens qui ont été formés, il y a une première génération. Mais tant qu'il n'y avait pas l'exploitation, la personne se forme en se disant « je vais trouver mon emploi où ?» Donc, il est vrai que la question de la main-d'œuvre qualifiée se pose, mais pour moi, c'est une question très facile à résoudre en envoyant des gens aller apprendre, en obligeant ceux qui veulent exploiter à faire ce qu'on appelle le transfert de technologie, et mieux même en installant dans nos pays même des instituts qui permettent de former des gens sur place. Mais surtout en embauchant aussi la main-d'œuvre locale. Mais ça, il faut en faire une règle. Le Niger l'a fait tout récemment avec le pétrole, dans sa relation avec la Chine. En fait, pour moi, c'est ça la souveraineté, quoi. La souveraineté, ce n'est pas un discours. Pour moi, la souveraineté, c'est de faire ce qu'on a fait dans nos pays après les indépendances, puisque dans beaucoup de nos pays après les indépendances, c'était des techniciens français qui étaient un peu partout. À un certain moment, on a posé le problème de la nationalisation des emplois. C'est-à-dire partout où il y a un Africain d'un pays qui est capable de prendre la place d'un Français, il faut qu'il prenne sa place. Mais ça a commencé même par autre chose. Ils étaient payés plus cher parce que considérés comme étant des coopérants, les gens ont commencé par faire la grève pour dire à diplôme égal, salaire égal. Et je crois que le même processus doit continuer avec les produits miniers
de façon générale. Il ne faudrait pas qu'on soit là à voir d'autres qui viennent faire cette exploitation à la place des nationaux, quand ces nationaux ont les mêmes diplômes. D'ailleurs, pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans certains espaces de formation où parfois on amène un consultant, mais il arrive que le consultant, quand il est là, quand il sort son CV, mais il y a des gens sur place qui peuvent le mettre dans les bancs et lui donner des cours. Et cette nouvelle mesure liée à l'exploitation de l'or en Guinée, est-ce qu'elle peut entraîner une augmentation significative des recettes fiscales et des revenus de l'État? Ah, mais à coup sûr. À coup sûr, regardez le cours de l'or. Si vous prenez une génération en 25 ans, ça n'a pas augmenté en pourcentage, ça a été multiplié par 2 au moins. Ça veut dire que la valeur aujourd'hui est une valeur extrêmement importante. N'oublions pas que quand on parle de nos banques, on parle également de réserves en or. Donc même par rapport à nos économies, il y a un rôle important que l'or joue. Maintenant, la transformation de façon générale permet plusieurs choses. La première chose, c'est ce que vous dites, c'est d'accroître les ressources à l'échelle nationale. Quand la Guinée vend de l'or brut et quand la Guinée vend de l'or qui a été certifié, qui a été valorisé, le coût n'est pas du tout le même. C'est la première chose. Et bien sûr, s'il y a des gens qui veulent faire sortir l'or qui a été raffiné, les taxes ne seront pas les mêmes que les taxes que l'on fait sur l'or qui est brut. Il y a automatiquement une augmentation des entrées sur le plan financier. Ça favorise l'industrialisation dont on parlait tout à l'heure, parce que la transformation sera une transformation industrielle. Ça va favoriser les emplois et les emplois qualifiés dont on parlait tout à l'heure. Un autre élément important, c'est la traçabilité. Parce qu'une entreprise vient chez vous, dit je produis du phosphate, je produis du pétrole, je produis de l'or, alors que vous n'êtes même pas en mesure de savoir clairement quelle est la quantité. Vous prenez la quantité qu'on vous a déclarée. Alors que ceux qui connaissent le système savent que parfois, on a fait partir de l'or dans des valises, dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les règles au niveau de nos pays. Ça renforce également la souveraineté du pays, puisque il faut avoir le prix pour la souveraineté. Quand on ne peut pas payer le prix de la souveraineté, on a beau parler de souveraineté, on n'aura pas de souveraineté. Et je crois que sur ce plan, la Guinée est en train de faire un pas important pour ce qui concerne l'or, mais il faut que tous les pays africains aillent dans ce même sens. Et même mieux, la Guinée n'est pas le seul pays africain qui produit de l'or. Encore une fois, profitons de l'Union africaine. Profitons du cadre de la CEDEAO, au lieu que chacun se mette à créer une raffinerie d'or pour raffiner une quantité. Et quand sa raffinerie va fonctionner, elle va fonctionner à 20%, parce que sa production ne peut pas faire fonctionner l'usine à 100%, qu'on mette en place des collaborations. C'est ce que les grandes entreprises font dans le monde, sans tenir compte des nationalités. Qu'il y ait une raffinerie en Guinée, mais qui puisse permettre de raffiner l'or du Sénégal, parce qu'il y en a, du Mali, du Burkina. Tous ces pays produisent de l'or. La Côte d'Ivoire également produit de l'or. Mais ça permettra à la Guinée, avec une raffinerie, d'aller très loin d'un point de vue développement économique, et tous les autres pays vont en profiter parce qu'ils n'auront plus besoin de vendre leur or de façon brute. Mais malheureusement, notre collaboration économique, comme tout le monde le sait, on est à 15%. Rien que d'échanges commerciaux, ne parlons pas d'industrialisation de façon commune. Et dans le cas de la Guinée, quels investissements seront indispensables pour réussir cette transition vers une transformation locale de l'or guinéen? La première chose, ce sera la manne financière. Parce que quand on dit industrialisation, quand même, il faut qu'on soit clair. Quand on met en place une industrie, ça demande des ressources. Ces ressources ne manquent pas. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Tout le monde connaît la richesse du sous-sol guinéen. C'est une sorte de RDC bis en termes de richesse. Mais ces richesses, on peut, avec une banque, de façon vraiment réfléchie, avoir un accord avec une banque pour avoir un prêt. Parce que moi, je préfère cela à ceux qui viennent exploiter, à ceux qui viennent s'installer, parce qu'eux, là, ils tirent complètement toute la couverture de leur côté. Mais qu'on installe carrément une raffinerie guinéenne, en prenant l'exemple de la raffinerie de Dangote au niveau du Nigeria par rapport au pétrole. Et vous voyez, sa capacité de raffinage dépasse largement les besoins du Nigeria.
Mais la Guinée pourrait envisager de faire la même chose. Mais le faire avec des banques guinéennes, le faire avec des banques de la sous-région, ou bien le faire avec des capitaines d'industrie africains. Parce que ça aussi, il faut qu'on le fasse, que les Dangote soient en contact avec d'autres milliardaires africains pour accepter ensemble d'investir dans nos pays. Mais tout le monde sait le problème dans nos pays. Quand on dit argent, dès que la politique s'approche, tout est gâté puisque les règles ne sont plus respectées. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le côté technique dont on parlait tout à l'heure. Il faut quand même connaître comment ça se fait pour produire, parce qu'en fait, la valeur de l'or est en relation avec le pourcentage de pureté de l'or. C'est pourquoi on parle de 18 carats, 21 carats, 24 carats, etc. Il y a une question de pureté par rapport au raffinage de l'or. Il faut que les gens maîtrisent ces éléments-là pour pouvoir mettre sur le marché de l'or qui réponde à la demande. Parce qu'il ne faut pas qu'on veuille le faire par la force au point que finalement, quand vous mettez sur le marché, les gens vous disent que ce que vous avez fait, bon, c'est du semi-raffinage ou bien même ce n'est pas véritablement du raffinage, ce qui va être un échec. Donc il y a cet aspect technique-là qui est là, qu'il faut pouvoir soit maîtriser immédiatement, parce que peut-être il y a des compétences à l'extérieur. Regardez ce que la Guinée a fait. Mais vous avez des compétences qui ne sont pas du tout de nationalité guinéenne, qui participent aujourd'hui à d'énormes projets d'industrialisation au niveau de la Guinée, particulièrement ce qui concerne le fer, puisque c'est un des plus gros projets du président Doumbouya, mais vous avez des gens de nationalités différentes qui ont été cueillis à l'échelle internationale sur la base de leurs compétences, et ce sont des Africains. C'est pourquoi parfois ce n'est pas parce que la compétence n'est pas sur le continent africain qu'il n'existe pas, il existe parfois ailleurs, et on peut demander à ces Africains de revenir participer à ce qui va faire demain le développement de l'Afrique. Merci Mamadou Diouf, merci d'avoir accepté à répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis.